Bienvenue sur cette nouvelle pépite Papa PhD. Dans ce nouvel épisode, je partage avec toi une partie de ma conversation avec Nathalie Nguyen Quoc Ouellet, astrophysicienne et communicatrice scientifique passionnée, où elle m'a raconté comment sa curiosité pour l'univers l'a menée à dépasser le parcours académique classique et à se tourner vers la vulgarisation scientifique. De ses débuts à Queen's University jusqu'à son rôle avec le télescope spatial James Webb, Nathalie partage son parcours, les défis rencontrés et l'importance de suivre ses passions, même en dehors des sentiers battus. Un message inspirant si tu hésites à sortir du cadre traditionnel. Bonne écoute. Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, ton inspiration hebdomadaire pour le développement de carrière après le doctorat. Avec moi, David Mendes. Comment est-ce que tu as navigué vers tes premiers postes ou tes premières missions ou projets? Est-ce que tu avais comme quelque chose en toi, un message particulier que tu voulais faire passer? Dans ton cœur, on disait que le postdoc n'y est pas. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient là, qui voulaient sortir? C'était un moment étrange parce que, comme tu l'as dit, mon cœur n'était pas pour le postdoc et j'ai décidé que je vais essayer de faire de la communication scientifique. Mais lorsque j'ai pris cette décision, je ne savais pas vraiment c'était quoi les genres de postes qui existaient dans ce domaine pour quelqu'un avec un profil comme le mien. Donc, j'ai dû faire beaucoup de recherches pour trouver des postes qui pourraient correspondre à ce que j'avais en tête. Et puis, je dirais qu'il y avait deux grandes catégories que j'avais considérées. Il y en a d'autres, mais comme le journalisme scientifique, mais je n'avais pas vraiment une formation en journalisme. Oui. C'était vraiment dans le monde de l'éducation muséale, donc dans les centres de sciences ou dans des musées. Donc, je cherchais pour des rôles là-dedans, mais beaucoup des rôles, c'était des rôles d'animation pour quelqu'un qui était cégep ou qui faisait son bac, pas nécessairement pour quelqu'un avec un doctorat. Et puis même que, je dirais, je pense que ça change aussi tranquillement, pas vite, mais il cherchait beaucoup quelqu'un avec un profil en éducation ou en études muséales. Avoir un doctorat en sciences, en astrophysique, j'arrive, je dis, j'ai un doctorat en astrophysique. Eux, leur première impression, c'est peut-être, OK, cette personne-là va pas être capable d'expliquer quelque chose à un enfant de 5 ans ou quelqu'un du grand public. Ils sont tellement calés dans une niche d'un sous-domaine d'astrophysique, ça va être difficile. Donc, mon profil ne correspondait pas nécessairement à ce qu'eux recherchaient. Donc, j'ai dû essayer beaucoup de rejets de ce côté-là et j'étais pas habituée. J'ai eu une lancée dans ma carrière académique assez linéaire à ce moment-là, où si j'appliquais pour quelque chose, je le recevais. C'était rare pour moi de recevoir un non. Donc, après mon doctorat, j'ai commencé à recevoir plein de noms, puis j'ai quand même dû encaisser puis apprendre à encaisser des rejets. Donc, ça, c'était intéressant. Mais heureusement, il y avait comme un autre profil de poste que j'ai trouvé qui est vraiment un profil d'être le communicateur scientifique dans un institut de recherche. Et ça, j'aimais beaucoup. Parce que ça, souvent, ils cherchent quelqu'un qui a un profil scientifique de recherche, qui a un doctorat. Parce que tu vas côtoyer des chercheurs au quotidien et tu prends leur recherche et tu le traduis en quelque chose qui est accessible pour le grand public. Donc, là, j'ai eu plus de chance. J'ai passé des entrevues. J'ai trouvé ça peut-être très intéressant. Voir c'était quoi la diversité de ce genre de rôle qui existe de plus en plus souvent. J'étais très proche d'obtenir le même rôle que j'ai maintenant pour le télescope spatial James Webb, mais aux États-Unis. Ah oui. Mais heureusement, j'étais très triste de ne pas l'avoir à l'époque. Mais je suis contente de pouvoir faire la même chose au Canada maintenant. Donc, c'était bien parti en fin de compte. Mais le premier poste que j'ai eu professionnel dans ce domaine-là, c'était dans un nouvel institut d'astroparticules qui commençait à l'époque à l'Université Queen's. Donc, je connaissais déjà bien le contexte de l'université. Et puis, c'était un tout nouveau institut. C'était espace, mais particules aussi, mais je veux dire, je connaissais assez la physique pour que ça fonctionne bien. Tout nouveau comme institut, j'ai dû complètement bâtir tous les programmes. Donc,
J'ai même dû créer des expositions muséales, puis j'avais aucune idée de ce que je faisais. Donc, je me suis lancée, j'ai appris sur le terrain pendant que je le faisais. C'était fantastique. C'était une année très intensive où j'ai appris énormément. Mais mon but, c'était toujours de revenir éventuellement à l'astronomie pure et à Montréal, j'espérais. Donc, le poste que j'ai maintenant a été affiché au début de 2018. J'ai appliqué, je l'ai eu et j'ai eu la chance de revenir et de travailler pour le télescope spatial James Webb aussi, mais au Canada à la place d'être aux États-Unis. Ouais. Maintenant, j'ai une question pour toi. Tu parlais d'essuyer beaucoup de non, de rejets. Et ça, je pense que quand on sort d'un doctorat et qu'on va dans un autre domaine, ça va se passer. Juste parce que, en ce moment encore, il n'y a pas encore cette connaissance du côté du marché de l'emploi de c'est quoi quelqu'un qui vient avec un doctorat, de quoi ils sont capables. En tout cas, en plus, il y a des préjugés par rapport à ça. Mais je connais même des personnes qui ne mettent pas leur doctorat sur leur CV lorsqu'ils appliquent dans certains domaines à cause des préjugés. Oui. À cause des préjugés, ben, tu vois, ça illustre ce que je venais de dire. Maintenant, en pensant à ça, en pensant à toutes ces entrevues qui n'ont pas marché, je trouve que c'est important ce message de dire il faut être résilient envers les non. Parce que les non, ils vont venir, les rejets, ils vont venir. Mais est-ce que, en regardant maintenant vers l'arrière, parce que je suis sûr que à l'époque, c'était juste, tu recevais un non, c'était dur, on passe à la prochaine. Mais en regardant en arrière, est-ce que chacune de ces conversations t'ont appris quelque chose? Et tu nous as déjà un peu dit qu'elles t'ont appris que, bon, mais ce type de poste-là, ils veulent pas quelqu'un avec ton profil. Mais est-ce que tu penses quand même que tu as bâti un certain bagage qui t'a permis après, quand tu as trouvé le bon aiguillage de où aller, est-ce que tout ce trajet de non, t'as quand même apporté quelque chose de positif dans tes premières conversations productives qui t'ont mené au premier oui? Je pense que oui. Je pense que c'était la première fois que je passe des entrevues vraiment professionnelles et tu ne reçois pas nécessairement une liste des questions qu'ils vont te poser. Donc, ça m'a certainement appris à penser rapidement, on my feet, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, on a un peu cette expérience-là pendant, par exemple, un examen de doctorat, le candidacy exam. Tu reçois pas non plus une liste des questions que tu veux te poser à ce moment-là, mais c'est dans un autre contexte. Ça m'a aussi appris beaucoup sur comment fonctionnent ces différents instituts. Même si je travaille pas dans un centre de sciences, par exemple, je collabore avec des centres de sciences. Donc, penser ces processus d'entrevue ou même seulement lire les affichages pour ces postes-là, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne dans les musées. Donc, quand je collabore avec eux, je suis plus consciente de leur réalité. Donc, ça m'a donné un aperçu plus global du domaine en général de la communication scientifique et de l'éducation informelle, même si je ne travaille pas dans tous les milieux de ce domaine-là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Je dirais aussi que le milieu académique peut être très difficile, on ne se le cache pas. Le doctorat, ça peut être très pénible par moment. Mais pour d'autres choses, on est quand même relativement choyé, dans le sens que, typiquement, si on applique pour quelque chose, on reçoit une réponse ou un directeur de recherche va nous expliquer pourquoi c'est pas un bon fit, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment dur dans le privé, dans l'industrie. Tu lances ton CV dans un couloir et puis les chances sont que tu n'entendras plus jamais parler de ce poste-là, de cette compagnie-là. Il y a beaucoup plus de contacts un peu plus directs dans le milieu académique, je dirais. Et une chose que ça m'a appris, c'est que je veux vraiment jamais être le trou noir qui accepte des CV qui ne donne plus jamais de réponse ou de rétroaction à qui que ce soit. Donc, par exemple, on a un programme de stage d'été à l'IREX. Oui. Et même si là, on reçoit 150 candidatures, je réponds que ça soit positif ou négatif. Je réponds à chaque personne pour dire malheureusement, vous n'êtes pas accepté ou vous n'êtes pas accepté, mais c'est parce que il y avait tellement peu de place et vous avez un profil super intéressant. Je vous encourage de réappliquer l'année prochaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la saison 6 d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Tu as une question sur cette entrevue? Tu veux laisser un commentaire sur le balado? Tu veux recommander quelqu'un pour une autre entrevue? Rends-toi sur speakpipe.com/papaphd et laisse-moi un message vocal.
Clique sur le gros bouton enregistrer et laisse-moi un message de jusqu'à 90 secondes. Je les écoute tous et je les considère tous pour passer sur des épisodes à venir. Encore une fois, c'est speakpipe.com/papaphd. Bien hâte d'entendre ta voix.